bon, là, quand on disait que la vérité ne peut que se mi-dire, je pense que Derrida n'aurait pas dit, parce qu'il n'employait pas le terme vérité comme ça, mais il y a quelque chose du mi-dire dans ce que tu dis là. C'est-à-dire, il ne faut pas en dire trop. Non, mais moi, ce qui m'a frappé, bon, rapidement, quand j'ai lu ton livre, c'est qu'au fond, la critique que tu fais du Derrida dominant, moi, ce qu'appelle Derrida dominant, me paraît intéressante et elle mérite d'être reprise. Hein. Bon, tu pars de cette affirmation derridienne sur laquelle le sens est toujours un fantôme, sur laquelle il n'y a aucune différence entre le phénomène, le fantasme et le fantôme. Et dans ce contexte-là, l'interprétation échappe à tout contrôle. Il n'y a plus que des doubles, il n'y a plus de contexte approprié, il n'y a plus de fondation phénoménologique, et donc il y a une sorte de spectre ou de cercle spéculaire dans lequel l'interprétation ne renvoie qu'elle-même comme une sorte de miroir, voilà, toujours en miroir. Bon, c'est un peu ça ta thèse. Donc est-ce qu'on pourrait dire que tu objectes à Derrida la question de la vérité? C'est la question que je me suis posée. Parce que bon, si tu viens arrêter ce jeu des interprétations surinterprétées, d'un cercle spéculaire qui surgit tout le temps sur lui-même, est-ce que c'est pas le point d'arrêt du il faut la vérité? Mais il faut la vérité, Derrida lui-même le dit. Simplement, bon, il faudrait voir ce qu'il entend par il faut. Parce qu'il dit aussi la vérité, c'est le fantasme même. Donc au fond, tu lui reproches de déconstruire la vérité. D'abord, c'était une interrogation plus régionale que la question de la vérité. Ce n'était pas le rapport au phénomène, c'était le rapport au texte qui existe quand même comme livre. Et donc, l'idée, c'est que quand on interprète un texte, on s'interpose effectivement et on va forcément faire subir au texte quelque chose. Maintenant, il y a un travail sur le texte qui peut nous amener à dégager ce qu'il y a. Justement, moi, ça ne me fait pas peur de dire, non pas la vérité, mais ce qu'il y a proprement dans le texte. Et je pense qu'il faut, et Derrida le fait effectivement, mais j'essaye de dégager, il faut de préciser ces points-là. Il faut distinguer absolument entre, c'est un terme qu'il n'aimerait pas, entre l'identification du sens, où je pense qu'une certaine correction est contrôlable, on va dire, et ensuite l'interprétation de la signification du texte qu'on a lu. Là, c'est beaucoup plus ouvert parce que c'est de l'ordre justement d'un phénomène qui est, évidemment, un texte est ouvert à une multitude de lectures, mais il y a quand même un référent qui est relativement déterminé et qui permet le contrôle de l'interprétation. Ensuite, quand on passe au niveau de l'interprétation de la signification, par exemple, d'un texte dans une œuvre, là, dans l'œuvre de Derrida, bon là, il y a des jugements de valeur un diagnostic aussi, qui ne répondent pas du tout à la même discipline. Et donc, c'est pour ça que je dirais que ce n'est pas la notion de vérité qui est en jeu, mais plus le phénomène régional de la correction interprétative. Ce que Nietzsche appelait la probité philologique. C'est ça. Que les philosophes manquent de probité philologique. Je crois d'ailleurs que je pensais à écrire autrefois quelque chose, un texte sur la Redlichkeit, la probité philologique de Nietzsche. Ah bon. Non, non, je sais, c'était sur Nietzsche. Non, bien sûr. Oui, on aura du mal parce qu'il y a du brouillage. Parasite. Voilà, pour l'altérer. Mais justement, l'altération. Parce que bon, Derrida parle de ce qu'il appelle l'ittérabilité ou l'itération. Bon, je crois que c'est notamment ce texte sur Searle. C'est important parce que pour lui, bon, il joue sur le double sens, la double origine du terme iter, comme il fait très souvent. Iter, c'est à la fois de nouveau, de rechef, à nouveau, et c'est aussi alter, même racine qu'alter. Donc c'est l'idée qu'au fond, on ne peut répéter qu'en altérant. On en reparlera tout à l'heure parce que c'est l'éternel retour de l'autre, la répétition différentielle, il y a du de l'autre aussi qu'on pourrait. Le spectre de l'autre n'est pas loin. Et voilà, donc au fond, ce que tu reproches à Derrida, et moi j'ai beaucoup aimé ton livre parce qu'au fond, clairement, tu dis non, là je ne suis pas d'accord. Ça va pas du tout, je ne veux pas vous suivre sur ce terrain-là, même si d'un autre côté, vous dites aussi le contraire et vous êtes plein de probité à un autre niveau. Mais à un certain niveau, tu as Derrida, vous privilégiez l'alter sur l'iter, vous privilégiez l'altération sur l'identification, et donc on arrive à une sorte d'altération infinie qui fait qu'au fond, on perd tout repère. Voilà.
Il y a une sorte de perte des repères, de perte des limites, de perte du contexte, de perte de ce que tu appelles le sens propre, qui fait qu'au fond, on peut tout dire, dans le mauvais sens du terme. On revient avec ce de tout dire. Tout à l'heure, tout dire, c'était dire bon, jusqu'au bout, sans le cran d'arrêt du silence, de la pudeur, de la réserve. Et là, tout dire, c'est au sens, au fond, on peut dire n'importe quoi. Parce que oui, plus rien ne garantit, plus rien permet de distinguer a priori l'interprétation juste de l'interprétation injuste. Et donc, on peut faire une violence sans fin au texte. Mais dis-tu, Derrida résiste aussi à cette tendance-là. Au fond, bon, c'est ce qu'on a exploré durant tout ce colloque, hein, c'est que Derrida dit au fond tout est son contraire parce qu'il résiste à sa propre pente. Quelque part, il y a un Derrida mélancolique qui semble dire que la vie et la mort c'est la même chose et qu'on est toujours en deuil originaire de soi. Mais il y a aussi un Derrida qui affirme la vie, qui dit qu'il faut préférer toujours la survie, qui est un penseur du oui, de l'espoir messianique. Et on peut le montrer sur chacun de ses motifs. Il y a toujours, comme disait hier Bernard Hamacher, le maître mot chez Derrida, s'il y en a un, c'est le mais. On dit que mais c'est le mais il y a toujours une nuance de plus, ou je dirais un tour de plus, ou un pli de plus, qui fait qu'on ne peut jamais capturer Derrida, on ne peut jamais l'immobiliser. Je pense qu'il avait peut-être assez peur qu'on le mette aux arrêts. C'est de penser qu'on ne peut pas arrêter. Donc tu joues un peu Derrida contre Derrida. À ce moment-là, voilà. Et maintenant j'aurais tendance, de manière à dire autocritique, à dire qu'il a raison par ailleurs dans le fait que ce que j'appelais à l'époque l'identification, et concept que lui n'aimerait pas du tout, évidemment, qui implique forcément une altération, mais j'essaie de concevoir une altération qui laisse parler l'altérité du texte autre. C'était ça l'idée. Mais je ne suis pas sûr que le concept d'identification soit le bon, mais je pense que lui, le danger qu'il voyait dans l'identification, c'est le fait d'être finalement mis en doctrine, endoctriné, et c'est d'ailleurs dans le spectre de Marx, la ligne de lecture, c'est de soustraire Marx au marxisme doctrinal. Et donc, dans le terme d'identification, c'est pour ça que je dis c'est une sorte de recul autocritique avec la distance des années. Je pense que lui a dû voir le danger qu'il y a ensuite à enfermer un auteur, par exemple, dans un texte, dans certaines formules. Et c'est pour ça que, lors du colloque, j'ai eu l'impression souvent à entendre les interventions et différentes contributions, et en les confrontant avec mes propres lectures, et notamment la lecture de Politique de l'amitié de ce point de vue-là, et de Glas, ce que vous avez dit de Glas, et ma lecture récente ma relecture récente de Politique de l'amitié, c'est qu'il y a tout un effort chez Derrida de composition littéraire, au sens le plus noble du terme, pour soustraire ses propres textes à la captation doctrinale, à l'identification au mauvais sens du terme, parce qu'évidemment, quand on est capable de composer soi-même de telle sorte à mettre une virgule au bon endroit, de telle sorte que ça change tout, bon, évidemment, la carte postale et les blancs qui la maculent, en quelque sorte, est particulièrement signifiante de ce point de vue-là, de ce désir de soustraire à l'emprise et à la captation. Alors, dans Politique de l'amitié, c'est une sorte de refrain qui vient avec la citation, qui est une citation des citations, Montaigne citant Aristote. Et je ne l'ai pas dit quand je suis intervenu à propos de Carl Schmitt, je l'ai dit ensuite, après mon intervention, mais la fin du chapitre 6 décrypte le fait que dans un texte difficile de Carl Schmitt, vraiment très, très compliqué, où Carl Schmitt cite de manière extrêmement ambiguë un vers de Beugler, l'ennemi et ma propre... la figure de ce qui me met en question. C'est ça. Der Feind ist als eigene Gestalt. Vous l'avez, je ne sais plus. De mémoire, je n'y arrive plus. L'ennemi, la figure de ce qui me met en question, c'est bien ça? C'est un peu als eigene Frage. Enfin, c'est un vers extrêmement sibyllin,
politique, il y a énormément d'interprétations. J'ai regardé un peu ces derniers temps, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses. Donc Carl Schmitt, quand il utilise ce vers de Deubler, qui est, je vais revenir à Derrida, quand il utilise mais ça montre, vous voyez, ce que j'essaie de faire sentir, c'est l'intertextualité qui complique complètement le texte. Quand il utilise ce vers de Deubler, à propos duquel il a écrit sur l'œuvre poétique, Carl Schmitt a écrit en 1916 un travail sur ce... Bon. Eh bien, c'est déjà très compliqué. Derrida reprend ce texte-là, et juste après, il y a la citation d'Aristote et de Nietzsche, qui sont au début de Politique de l'amitié, qui constituent en fait le fil directeur de tout le livre. Ce qui fait qu'on a l'impression que... Aristote disant, mais ô mes amis, en mourant, disant, ô mes amis, il n'y a pas d'amis, et puis Nietzsche disant, ô mes ennemis, il n'y a pas d'ennemis. En substance. Voilà, en gros, c'est ça. Et en fait, je ne sais pas quelle a été la... 400 pages. Voilà. Je ne sais pas quelle a été l'impulsion initiale, mais en lisant la fin, on a l'impression que c'est le texte de Carl Schmitt qui l'a amené à composer, et peut-être que c'est ensuite ce qu'il présente comme un détour, parce qu'il dit ce détour. Et alors voilà, on est dans le peut-être, on est dans l'hypothèse, et c'est plus un texte philosophique de type systématique dont on pourrait identifier les moments avec certitude, avec des déterminités conceptuelles stables. Donc c'est comme s'il avait déstabilisé de manière littéraire son texte philosophique de telle sorte qu'il ouvre les interprétations et donc échappe à la captation, je dirais presque identitaire et pénale. Bon, là, je vais faire comme un animateur de télé ou de radio, là, finalement j'arrive à le faire assez bien. Oui,